Sarah Marquis, si vous deviez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, je suis une petite gamine de 6 ans qui rêvait de partir, de découvrir des oiseaux toutes les couleurs sur des magazines que j'avais à la maison qui s'appelaient le magazine du National Geographic. Et aujourd'hui, vous êtes une exploratrice du National Geographic. Voilà, aujourd'hui, je suis devenue, après 25 ans, exploratrice au National Geographic. Aujourd'hui, on est dans un lieu chargé d'énergie. C'est un peu votre camp de base. C'est nécessaire à votre équilibre? Alors, je l'ai découvert un peu plus tard, mais oui, c'est nécessaire à un équilibre entre la femme sauvage que je suis en expédition et la femme entre guillemets publique qui vit ici et qui a ses occupations d'écrivain et de speaker qui fait des conférences un peu partout. Et pour avoir la balance entre ces deux êtres qui sont en moi, en fait, il faut de la nature, du calme, du silence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici dans la forêt à 1600 mètres d'altitude chez moi, sur mon camp de base. Vous parliez de cette femme publique, alors on a préparé un petit peu cette interview. Et savez-vous quelle est la question la plus recherchée sur Google vous concernant? Ah ben non, vous allez me le dire. C'est quel est le mari de Sarah Marquis? Ça vous surprend? Ça ne m'étonne pas, non, ça ne m'étonne pas quelque part parce qu'en fait, les gens veulent savoir. Il y a quand même toute une aura à côté, on va dire, avec cette notion d'exploreur, d'exploratrice. Qui en fait interroge et il y a toujours beaucoup de curiosité à travers cette espèce de mythe de l'exploratrice qui va avec en fait. Sarah, vous nous parliez tout à l'heure justement de ce mythe autour des partenaires de vie, des explorateurs ou des exploratrices. Est-ce que c'est possible de gérer vie sociale, vie intime quand on est une exploratrice? Alors oui, vie sociale oui, mais mon choix de la vie sociale, elle est assez limitée puisque il me faut toujours beaucoup de silence pour pouvoir me retrouver, pour pas justement monter dans le stress. Parce que j'ai cette capacité à pouvoir passer des mois et souvent des années dans une nature complètement sauvage, sans voir grand monde. Et cette capacité-là, elle est magique quelque part. Mais quand on revient avec cette capacité-là ici dans la vraie vie, il y a un niveau de stress qui augmente. Donc il faut le gérer et c'est pour ça que j'ai choisi un lieu de vie qui est vraiment au milieu de la nature. Et ça, c'est vraiment mon camp de base. C'est chez moi, c'est mon petit cocon, ma bulle. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un camp de base affectif avec un partenaire, une partenaire de vie qui pourrait lui aussi être un camp de base? Alors, je pense que l'amour, comme on l'imagine aujourd'hui, cette notion d'amour, elle vient de l'intérieur de chaque individu avant tout. Si on a besoin d'un autre partenaire pour vivre ça, c'est qu'on n'a pas vécu suffisamment, on n'a pas suffisamment creusé qui on était. Et je pense que la notion de partage est importante et elle est la bienvenue dans ma vie, ça c'est sûr. Mais la notion d'amour est une notion qui vient de l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va demander à l'autre de chercher chez l'autre en fait. Sarah Marquis, on le sait, vous le dites, vous êtes une exploratrice, mais concrètement, qu'est-ce qu'un explorateur ou une exploratrice? Alors moi, j'ai commencé à explorer un petit peu la nature à ma façon, dans mon coin. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait des aventures. Et puis un jour, on m'a dit que j'étais aventurière. Et très peu de temps après, on m'a dit que j'étais exploratrice. Donc moi, j'ai vraiment suivi cette connexion à la nature et cette recherche en fait de mes limites dans la nature et avec la nature. Mais alors, quelle est la différence concrète entre un aventurier, une aventurière et un explorateur, une exploratrice? En fait, en 2014, j'ai le National Geographic à Washington qui m'a contactée et qui m'a nominé en fait explorer de l'année, de cette année-là. Et puis à partir de là, ils ont investi dans mes expéditions et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans la famille des explorateurs, c'est ce cercle très serré, très fermé qui sont les explorateurs du National Geographic. Donc le National Geographic, c'est un peu les Oscars des comédiens, des comédiennes. Exactement, c'est ça. C'est une validation en fait de 25 ans d'exploration. Sarah, dans vos expéditions, il n'y a aucune notion de performance.
Non, aucune notion de performance. Moi, ce n'est pas les kilomètres, ce n'est pas ça du tout qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment mon but ultime, c'est d'être ce petit pont entre les humains et la nature et d'arriver à ce moment précis où il y a une harmonie complète avec la nature. Il existe, je le vis à chaque expédition, c'est un moment fascinant. Alors, je vous invite à venir dans mon petit chez moi, ma petite bulle à moi. Bienvenue. Sarah Marquis, alors on est exploratrice dans des endroits totalement arides et coquettes. Toujours, moi je suis femme avant tout, c'est très important. Par contre, quand je suis en train d'être en expédition, dans la douleur, où il n'y a pas d'eau, il y a des moments où pendant 2 mois, je ne me lave pas du tout, même pas le visage. Mais il y a quand même une petite anecdote, il faut dire, si on vous permet de vous laver, il y a une chose que vous lavez en priorité. Toujours. C'est-à-dire que s'il y a tout petit peu d'eau à disposition qui ne sera pas efficace pour un lavage du corps, je vais laver mes cheveux. Sarah, justement, vous parlez de cette féminité. Lorsqu'on est en expédition, il y a une différence entre être une femme en expédition ou être un homme? Ah ben, hormonalement, bien sûr, parce que j'ai mes règles, il y a 28 jours, j'ai mon cycle, c'est très compliqué. Et surtout, je le vis pas forcément bien en expédition. Voilà. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai des douleurs très intenses au début, puis après, j'ai plus du tout de douleur. Donc, il y a vraiment des hauts et des bas qu'il faut gérer. Exemple, une fois, je me suis retrouvée à accéder à un ravitaillement et j'ai dû m'arrêter 1 kilomètre avant d'arriver à mon ravitaillement, je ne pouvais plus avancer, tellement les douleurs étaient grandes. Donc ça veut dire un arrêt total, pas prévu l'eau qu'il fallait, c'était tout au début et j'ai dû rester là pendant 24 heures sans bouger en sachant qu'à 1 kilomètre de là, il y a un ravitaillement que je n'ai pas pu accéder. Sarah, le ravitaillement dans une expédition, c'est quelque chose qui est essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Ça dépend quelle expédition. Il y a des expéditions qui n'ont pas besoin de ravitaillement, comme mon expédition de survie, où j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Par contre, il y a des expéditions comme la Tasmanie, où il y a des ravitaillements qui sont primordiaux, essentiels. Et là, dans ces ravitaillements, eh ben, il y a vraiment il y a toute une logistique matérielle et nourriture. Et donc, au ravitaillement, je me repose. Si je peux me laver, je me lave. Je mange, je vis. Pour que je reprenne des forces, en fait. C'est ça l'essence du ravitaillement. En Tasmanie, par exemple, il y avait la photographe du National Geographic qui est venue me rejoindre et on a fait les photos pendant ce temps. Donc, ces ravitaillements, c'est une espèce de petite bulle dans une expédition où je peux enfin me reprendre toutes mes énergies, faire ce que je dois faire et je repars. 25 ans d'expérience dans les expéditions, Sarah. Il y a des règles aujourd'hui que vous vous imposez? Alors, une expédition, il n'y a pas de règles en fait dans une expédition. Ça, c'est très très important. Moi, je suis face à moi-même, c'est mes règles à moi. C'est simplement une expédition, ça part d'un rêve en fait. C'est ça l'essence d'une expédition. C'est un rêve, un projet complètement crazy, complètement fou, qui naît souvent dans un moment de ma vie qui est important. Et puis après, je le matérialise, je vais voir des partenaires, je leur parle du projet. Et puis, s'ils sont fascinés par le projet, eh bien, ils rentrent dans l'aventure et l'aventure commence à ce moment-là. Et après, il y a une année de préparation et le jour du départ arrive. Vos expéditions sont toujours en solitaire? C'est parce qu'on ne peut pas imaginer des expéditions à plusieurs? On peut imaginer des expéditions à plusieurs, bien sûr, sauf que c'est une autre expérience. Moi, ma mission de vie, elle est claire, c'est d'être ce petit pont entre la nature et les humains. Et pour vivre ça, eh bien, c'est vraiment, c'est le silence, c'est l'introspection, c'est moi face à moi-même, moi avec la nature. Et donc, cette démarche que j'ai entreprise il y a 25 ans, c'est bien sûr une démarche de découverte de moi-même, et qui, en fait, à chaque fois me sublime parce qu'à chaque fois, je découvre que quand j'arrive à des limites, des murs pas possibles, je découvre qu'en fait, au fond du mur, il y a une petite porte et il y a un autre niveau. Et je suis repartie pour explorer de nouveau ce niveau supérieur. Et mes expéditions, c'est ça, c'est une aventure humaine quelque part. C'est une aventure humaine. Et puis après, je reviens ici, dans cette petite bulle, et puis je me reposer ou me repréparer pour repartir. Et entre deux, j'écris et je fais des conférences sur justement ces découvertes que j'ai faites. Donc, c'est des outils mentaux que j'ai découverts, que je découvre quand je pousse au maximum. Donc, j'utilise mon corps, mon mental, et puis les deux associés.
on a un pouvoir énorme, on a une force énorme. Et je suis Madame Tout le Monde, et c'est ça que je partage avec les gens à travers l'écriture et les conférences. C'est où se trouve ce pouvoir. Et moi, je vous donne des petits raccourcis, c'est tout. Sarah, justement, vous partez dans vos expéditions en solitaire. Comment vous assurez votre sécurité? Comment on assure la sécurité d'une expédition en solitaire? Alors, il y a deux choses. Quand on est dans une expédition, c'est vraiment, on est dans l'inconnu tout le temps. Tout le temps. Donc, on gère chaque pas après l'autre dans l'inconnu. Il y a deux solutions. Il y a le téléphone satellite et il y a le tracker de nos jours. Alors, avant, il n'y avait pas, donc j'ai fait 100. Et puis maintenant, de nos jours, il y a ces deux outils incroyables. Donc, le téléphone satellite, ça permet de contacter le team en Suisse s'il y a un problème, par exemple, médical que je peux régler moi-même. Donc, ça permet d'avoir un médecin à l'autre bout du fil, etc. Et puis, le tracker, ça amène aussi une espèce de sérénité à mon chef d'expédition, à ma famille. Et puis, ça permet de les rassurer, en fait, de savoir où je suis exactement. Et puis, ça m'a sauvé la vie. En Tasmanie, par exemple, où je suis tombée dans un ravin et je me suis cassé l'épaule. C'est grâce à ça qu'on a pu m'extraire de là et puis d'appeler en fait les secours. Voilà. Donc c'est vraiment un outil sécuritaire qui est très important de nos jours dans une expédition. Lors de vos expéditions, vous partez dans des lieux reculés où peu de gens, voire personne, n'ont été. Est-ce que vous collaborez avec des instituts ou des personnes pour des recherches spécifiques? Ah oui, c'est arrivé. Donc, je mets toujours mon expérience à disposition. Alors, par exemple, en Tasmanie, où il y a un organisme qui m'a demandé de faire des prélèvements toujours très simples parce que je ne peux pas porter grand-chose. Donc, c'est toujours avec une petite photo. Et puis, c'est des collaborations qui amènent sur des résultats. Et des fois, ça ne sert à rien. Voilà, ça dépend de la magie, ça dépend ce que je découvre. Alors, c'est toujours bénévole. Et donc, en Tasmanie, par exemple, les recherches sont toujours en cours. Voilà. Donc, ça dure, c'est des collaborations qui durent, qui s'enchaînent et il y a des fois des superbes découvertes. Sarah, on imagine que lors des expéditions de plusieurs mois, il y a des hauts, des bas. Tout d'abord, comment faites-vous pour continuer, aller au bout de l'expédition et surtout, sachant ce qui vous attend en expédition, comment faites-vous pour chaque fois repartir dans une nouvelle aventure? Alors, c'est ça qui est compliqué en fait, parce qu'on sait que ça fait mal. D'expédition maintenant, avec l'expérience, je sais où je vais aller dans le dur, je vais aller au fond de moi-même. Eh bien, il y a un petit truc que la nature est bien faite, c'est-à-dire que après chaque expédition, en fait, il y a comme si ma mémoire de la douleur s'effaçait, comme une femme enceinte en fait, quelque part, qui accouche. Il y a cette douleur, elle s'efface et il reste que les bonnes choses, que la fascination de l'expédition. Et c'est pour ça que j'arrive à repartir. Et quand vous êtes inside dans l'expédition, comment vous faites? Par exemple, vous êtes blessé, vous parliez avant de vos règles douloureuses. Comment vous allez au bout? Comment vous ne dites pas, là, j'abandonne? Alors, il y a des moments très compliqués avec la douleur, comme en Tasmanie avec une épaule cassée. Bien, dans ces moments-là, il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a une chose que je sais faire, c'est mettre un pas après l'autre. Et là, il faut être dans l'instant présent, il faut être connecté à la terre, il faut être connecté aux arbres, il faut être connecté avec ce qui m'entoure. Et là, dans cet instant présent, il y a cette magie, tout est là, l'essence est là, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et d'être concentré comme ça, on arrive au pas suivant, au pas suivant, au pas suivant. Il y a une chose que je ne fais jamais, c'est que je n'abandonne jamais. Vous l'avez dit plus tôt, c'est une année de préparation pour une expédition. Comment ça se passe, cette année de préparation, physiquement, mentalement, aussi au niveau de la nourriture? Alors, c'est un package assez complexe parce durant cette année de préparation, il y a une espèce de lâcher-prise déjà qui commence. Donc, il y a bien sûr le cours physique qui est très demandant, la préparation physique est très demandante. Il y a la nutrition qui va avec, qui a une très grande importance chez moi. Et puis, en même temps, plus les mois passent, les semaines passent, il y a vraiment un lâcher-prise de qui je suis ici. Donc, cette femme ici, avec toutes les conditions qu'on peut avoir ici, je pèle en fait ces couches sociétales quelque part pour arriver au cœur des choses vers où l'animal sauvage se trouve. Et au bout d'une année, je suis prête à partir pour cette raison-là, parce que je suis rentrée à l'intérieur. Et quand vous n'êtes pas en expédition, quand vous ne préparez pas une expédition, qu'est-ce que Sarah Marquis fait? Alors, c'est cette base où on est aujourd'hui, c'est vraiment mon petit cocon. C'est ma petite bulle où je me régénère parce que justement, je fais énormément de choses quand je suis en Suisse. J'écris
Voilà, je suis auteur, donc j'écris énormément. Et puis, je fais des conférences, voilà, publiques et surtout pour les entreprises, pour pouvoir partager ce que j'ai découvert en expédition, ces outils mentaux qui nous permettent d'aller plus loin, de dépasser nos blocages. Et puis, je rêve. Il y a des grands projets en cours. Il y a toujours des magnifiques choses en cours, dont un que j'ai réussi à réaliser avec mon team, qui est ceci, c'est Letters from Explorer, qui est ces petites lettres une fois par mois que vous recevez à la maison, autant pour les adultes que pour les enfants, avec une petite carte collector. Donc vous recevez votre petite histoire d'expédition dans votre boîte aux lettres avec une enveloppe physique. On retourne un petit peu dans ces choses essentielles où on peut retoucher les choses. Et ça, c'est très important pour moi. Sarah, les expéditions, la vie d'exploratrice, un jour, ça va devoir s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Je pense que l'exploration, comme moi je la conçois, c'est-à-dire que c'est vraiment une curiosité de l'esprit, c'est un état d'esprit en fait, tout simplement. Donc en fait, l'exploration s'arrête jamais.